Elle était 9 mois enceinte, assise sur un froid trottoir, regardant des douzaines de gens marcher passer elle comme elle était invisible. Son petit ami Music ne s'est jamais montré. Son téléphone était mort. Ses contractions étaient 3 minutes à part. Et pas une seule personne voudrait Music s'arrêter pour aider. Jusqu'à ce qu'un étranger dans une simple veste se gare et demanda 4 simples music mots. Quelle distance à part. Elle n'avait aucune idée que cet étranger était un milliardaire. Elle n'avait aucune idée que sa propre sœur avait planifié de détruire sa vie pour 5 ans. Et elle n'avait aucune idée que tu as besoin de me dire où tu l'as frappé, Rachel. Je sais que tu sais d'où c'est. Et t'es payé pour la trahir. Ils me tueront. Ceci est l'histoire d'une femme qui a tout perdu. Sa fille, sa maison, sa réputation, sa liberté, et ceci, Music, et comment elle a riposté. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que ce qui se passe ensuite changera la façon dont vous pensez à la confiance, la famille et la survie. Leçon et énoncé de valeur. Avant que nous commencions, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Cette histoire est plus que du divertissement. C'est un rappel que les gens qui sont censés nous aimer peuvent parfois nous blesser le plus. C'est la preuve que vous pouvez survivre à la trahison, aux fausses accusations et à l'humiliation publique. Et c'est une leçon que votre passé ne définit pas votre futur. Si vous vous êtes déjà senti seul, abandonné ou invisible, cette histoire est pour vous. Si vous avez déjà fait confiance à la mauvaise personne, cette histoire est pour vous. Si vous vous êtes déjà demandé si vous êtes assez fort pour survivre au pire jour de votre vie, cette histoire vous montrera que vous l'êtes. Le sens de cette histoire est simple. La vérité n'est une arme que lorsque vous en avez peur. Une fois que vous arrêtez de vous cacher, une fois que vous assumez votre histoire, personne ne peut l'utiliser contre vous. Ils disent que Dieu ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez supporter. Debout sur ce trottoir, les contractions déchirant mon corps comme des éclairs, regardant personne après personne me contourner comme si je n'étais rien de plus qu'un morceau de déchet que quelqu'un avait négligemment jeté. J'ai pensé que peut-être Dieu m'avait confondu avec quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus courageux, quelqu'un qui n'avait pas déjà été brisé tant de fois qu'elle en avait perdu le compte. Mon nom est Lena Marshall, j'ai 32 ans, et ceci est l'histoire de comment j'ai perdu tout ce que je pensais savoir, découvert qui j'étais vraiment, et appris que parfois les gens qui vous sauvent ne sont pas ceux qui portent des capes ou montent des chevaux blancs. Parfois, ce sont de parfaits étrangers qui passent en voiture exactement au bon moment. Et parfois, les gens qui vous détruisent, qui déchirent votre vie morceau par morceau avec une précision chirurgicale, sont ceux qui étaient censés vous aimer le plus. Ça a commencé un mardi après-midi fin septembre. Le genre de journée d'automne parfaite qui vous fait croire que de bonnes choses sont possibles. Des feuilles dorées dansant dans une douce brise, la lumière du soleil chaude sur votre peau, l'odeur de quelqu'un quelque part brûlant des feuilles. Ce parfum nostalgique qui me rappelait toujours les brèves années heureuses avant la mort de mes parents. J'étais enceinte de 9 mois, assise sur un banc en bois devant le bureau de mon obstétricien, attendant Marcus, mon petit ami de 2 ans, le père de ma fille à naître, l'homme qui m'avait regardé dans les yeux il y a 6 mois et m'avait promis que tout allait être différent maintenant, qu'il allait être différent, que nous allions être une vraie famille. Il était censé venir me chercher il y a 2 heures. 2 heures, 20 minutes à regarder d'autres femmes enceintes sortir du bâtiment du bureau en se dandinant, monter dans des voitures en attente conduites par des partenaires attentifs et disparaître dans leur petite vie heureuse. 120 minutes à vérifier mon téléphone obsessivement, regardant la batterie se vider de 30 à 15 à 5 à rien. Mon téléphone est mort quelque part autour de la marque des 90 minutes. Le chargeur était dans la voiture de Marcus. La voiture qui n'était pas là, qui n'avait jamais été là, qui était probablement garée devant un bar ou un casino ou partout où Marcus allait quand il disparaissait pendant des heures sans explication. J'avais 347 $ dans ma poche.
Pas assez pour un taxi, pas assez pour quoi que ce soit vraiment, et aucun moyen d'appeler qui que ce soit parce que mon téléphone était aussi mort que ma foi en l'homme qui était censé être ici. La première contraction m'a frappé comme un train de marchandises à exactement 16h17 de l'après-midi. Je connais l'heure parce que je venais de regarder l'horloge sur le bâtiment de l'autre côté de la rue, me demandant si je devais essayer de marcher jusqu'à l'arrêt de bus à 6 pâtés de maison ou simplement rester assis ici jusqu'à ce que Marcus se souvienne enfin qu'il avait une petite amie enceinte. La douleur a commencé dans le bas de mon dos, une douleur sourde qui s'est rapidement aiguisée en quelque chose qui me coupait le souffle. Elle a enveloppé tout mon abdomen, serrant, se resserrant, exigeant de l'attention. J'ai serré le bord du banc si fort que mes jointures sont devenues blanches, respirant à travers cela, comme les cours prénataux me l'avaient appris. D'accord, c'est bon. Braxton Hicks, faux travail, contraction d'entraînement. Cela arrivait tout le temps dans les dernières semaines de grossesse. Les livres le disaient tous. Les médecins le disaient tous. Rien à s'inquiéter. Juste mon corps qui se préparait pour la vraie chose. J'irais bien. J'avais juste besoin de respirer. Juste besoin d'attendre que ça passe. Juste besoin que Marcus se présente. La deuxième contraction est venue 4 minutes plus tard. Celle-ci était pire, plus longue, plus intense. Une vague de pression et de douleur qui m'a fait me plier en deux sur le banc. Une main appuyée contre mon énorme vaille, l'autre serrant les lattes de bois sous moi. Une femme qui passait m'a jeté un coup d'œil et froncé légèrement les sourcils et a continué à marcher. Elle portait des chaussures chères, des semelles rouges. Je me souviens avoir pensé que ces chaussures coûtaient probablement plus que 3 mois de mon loyer. À la troisième contraction, je savais que ce n'était pas un faux travail. Ce n'était pas un entraînement. C'était de la vraie chose. Et ça se passait tout de suite, juste ici sur un trottoir en centre-ville sans téléphone, sans transport, sans argent, et absolument personne ne venait m'aider. J'ai réussi à me lever en pensant que je pourrais peut-être marcher jusqu'à l'hôpital. Ce n'était qu'à 6 pâtés de maison. J'avais marché 6 pâtés de maison 1000 fois auparavant. J'étais jeune, en bonne santé et forte. Je pouvais le faire. J'avais survécu à pire qu'une marche de 6 pâtés de maison. J'ai parcouru un demi-pâté de maison avant que mes jambes ne lâchent. Le béton était froid à travers ma fine robe de maternité. La bleue pâle avec les petites fleurs blanches qui, selon Marcus, me rendaient jolie. Je me souviens avoir regardé les chaussures des gens qui passaient, des talons coûteux claquant sur le pavé, des baskets traînant sans ralentir, des chaussures de ville, des chaussures de course, des sandales, des bottes, des douzaines de paires de pieds, des centaines de pas, et pas un seul ne s'arrêtait. Je n'étais pas invisible. Cela aurait été plus facile d'une certaine manière. Les personnes invisibles n'existent pas. Et si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas être ignoré. Non, j'étais quelque chose de pire qu'invisible. J'étais gênant. J'étais un problème que personne ne voulait gérer. J'étais une femme enceinte assise sur un trottoir sale en détresse évidente. Et chaque personne qui passait devant moi faisait un choix conscient de continuer à marcher. Un homme d'affaires en costume gris ayant fait enjamber mes jambes étendues sans ralentir. Une autre contraction a frappé. 3 minutes cette fois, peut-être moins. La douleur montait chaque vague plus haute que la précédente. Et je commençais à paniquer. Vraiment paniquer d'une manière que je ne m'étais pas permise de ressentir depuis l'âge de 8 ans. Et un policier a frappé à notre porte pour me dire que mes parents ne reviendraient jamais à la maison. J'ai appelé une femme en veste rouge. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis en travail. Elle a fait semblant de ne pas m'entendre, a marché plus vite, a disparu au coin de la rue sans se retourner. J'ai étendu la main vers un homme avec une mallette, ma main tremblante, ma voix cassée. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Il a contourné ma main tendue comme si j'étais un morceau de déchet sur son chemin, un obstacle mineur entre lui et l'endroit où il allait. Les larmes sont venues alors, pas des sanglots dramatiques,
Pas le genre de pleurs que l'on voit dans les films où l'actrice arrive d'une manière ou d'une autre à être belle même dans son moment le plus sombre. Juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage, se mélangeant à la sueur qui avait commencé à perler sur mon front. Je me suis assise sur ce trottoir froid et sale, une main sur mon ventre où ma fille luttait pour venir au monde, l'autre pressée à plat contre le béton, et je me suis demandé si c'était ça. Si c'était comme ça que mon bébé allait naître, sur un trottoir sale entouré de gens qui ne pouvaient pas être dérangés pour aider, entouré de chaussures chères et de regards détournés dans la cruauté particulière de l'indifférence. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix. Quelle distance à part. J'ai levé les yeux, plissant les yeux contre le soleil de fin d'après-midi. Un homme était accroupi devant moi, son visage partiellement silhouetté par la lumière derrière lui. Un jean, une simple veste grise qui semblait avoir connu des jours meilleurs, des cheveux bruns qui avaient besoin d'être coupés, légèrement désordonnés, comme s'il avait passé ses mains dedans, des yeux qui semblaient fatigués mais gentils, avec une sorte d'ombre profonde qui suggérait qu'il n'avait pas bien dormi. Quoi? Ma voix est sortie comme un croassement, rugueuse de pleurs, rugueuse des contractions qui me coupaient de plus en plus le souffle à chaque minute qui passait. Les contractions, dit-il, sa voix calme et posée, comme si nous avions une conversation parfaitement normale et non accroupie sur un trottoir sale pendant que j'entrais en travail. Quelles distances sont-elles? 3 minutes, peut-être 4. Je ne sais plus. J'ai perdu le compte. Il a hoché la tête une fois, un mouvement rapide et décisif qui m'a fait sentir que tout allait bien se passer. Comme si cet étranger qui était apparu de nulle part savait exactement quoi faire. Peux-tu marcher si je t'aide? Je ne sais pas. J'ai essayé. Je suis tombé. C'est bon. Nous allons trouver une solution. Ma voiture est juste là. Il a pointé une Honda Accord garée au trottoir à environ 20 pieds de distance. Rien de fantaisiste, un peu sale. Une voiture parfaitement ordinaire qui me semblait le salut à ce moment-là. Il m'a aidé à me lever, un bras enroulé solidement autour de ma taille, prenant la majeure partie de mon poids, comme si je ne pesais rien du tout. Il était plus fort qu'il n'y paraissait. L'étranger dans sa simple veste, stable, solide. Le genre de présence qui vous faisait vous sentir ancré quand tout le reste tournait au chaos. « Comment t'appelles-tu? » demanda-t-il alors que nous nous dirigions vers sa voiture. « Lena Marshall. »« Enchanté, Lena. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Nous deux. » Une autre contraction a commencé à monter et j'ai saisi son bras de ma main libre, serrant assez fort pour laisser des ecchymoses. Il n'a pas bronzé, ne s'est pas éloigné, a juste continué à nous faire avancer un pas lent à la fois, me parlant de cette voix calme et posée. Respire à travers, inspire par le nez, expire par la bouche. Tu te débrouilles très bien. Encore quelques pas. Il a ouvert la porte passager et m'a aidé à m'asseoir, bouclant ma ceinture de sécurité avec des mouvements rapides et efficaces. J'ai remarqué ses mains, alors des mains fortes, des ongles propres, une simple montre à son poignet gauche. Rien de cher, rien de flashy, pas d'alliance. Il s'est assis sur le siège conducteur et a démarré la voiture. Je vous emmène à Sainte-Marie. C'est l'hôpital le plus proche avec une bonne unité de travail et d'accouchement. Est-ce que ça va? J'ai hoché la tête, incapable de parler alors qu'une autre vague de douleur déferlait et se brisait. Bien, nous serons là dans environ 10 minutes. Peut-être moins si la circulation coopère. Il s'est engagé dans la circulation et j'ai réalisé quelque chose qui m'a presque fait rire malgré tout. Il conduisait comme une grand-mère sous sédatif. Prudent, précautionneux, utilisant son clignotant à chaque intersection, s'arrêtant complètement au panneau stop, cédant le passage aux piétons avec une courtoisie patiente. Je voulais lui crier que j'étais en travail, que chaque seconde comptait, que c'était littéralement une question de vie ou de mort. Mais une autre contraction a frappé,
Et tout ce que je pouvais faire était de serrer son accoudoir si fort que j'ai laissé des marques d'ongles dans le cuir. Il a jeté un coup d'œil aux dégâts que je faisais à l'intérieur de sa voiture et a dit d'une voix complètement impassible: « J'allais vendre cette voiture de toute façon. » J'ai ri. Que Dieu m'aide. Au milieu du travail, en chemin vers l'hôpital avec un parfait inconnu, j'ai ri. Ça faisait mal, tout faisait mal, mais rire était mieux que pleurer. Je suis désolé pour votre accoudoir. J'ai réussi entre deux respirations. Ne le soyez pas. Il avait besoin de caractère de toute façon. Trop immaculé. Les gens commençaient à penser que je n'utilisais pas vraiment ma voiture. Faites-vous toujours des blagues quand des inconnus entrent en travail sur votre siège passager? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça arrive. J'improvise. Malgré tout, j'ai souri. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de calmant et de réel et d'étrangement réconfortant. Il ne prétendait pas que ce n'était pas terrifiant. Il ne me nourrissait pas de platitudes vides sur le fait que tout irait bien. Il était juste là, présent, faisant ce qui devait être fait avec une sorte de compétence tranquille qui était plus rassurante que n'importe quelle quantité de faux optimisme. « Merci, dis-je, de vous être arrêté. Personne d'autre ne s'est arrêté. » Il est resté silencieux un instant, les yeux sur la route, les mains fermes sur le volant. Quand il a parlé, sa voix était plus douce. Je sais ce que ça fait d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne. Je ne souhaiterais ça à personne. Nous sommes restés silencieux un instant, sirotant notre café. Je voulais lui poser des questions sur sa femme, sur le bébé qu'ils avaient perdu, mais cela semblait trop invasif, trop personnel. Il me le dirait s'il le voulait. « Vous savez qui je suis », dit-il finalement. Ce n'était pas une question. Je vous ai recherché après. Je voulais savoir qui m'avait aidé. Et vous n'avez pas immédiatement essayé de me contacter pour de l'argent ou des faveurs. C'est inhabituel. Est-ce que ce qui se passe habituellement? Plus souvent que vous ne le pensez, les gens découvrent que j'ai de l'argent. Et soudain, ils ont 1 million de raisons d'avoir besoin de mon aide. Je ne veux pas de votre argent. Je l'ai dit fermement. Le pensant, vous m'avez déjà aidé plus que vous ne le savez. Je ne demanderai jamais rien de plus. Il m'a étudié pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose sur mon visage. Quoi qu'il cherchait, il semblait l'avoir trouvé. « Tu es différente », dit-il doucement. La plupart des gens, il s'est interrompu alors que la porte d'entrée s'ouvrait. Marcus est entré, s'arrêtant net en voyant Ethan assis à notre table de cuisine. Le silence s'est étiré entre eux, lourd d'une tension que je ne comprenais pas. « Qui diable est-ce » Marcus a exigé. « C'est l'homme qui m'a emmené à l'hôpital, dis-je, posant ma tasse de café. Quand tu ne t'es pas montré. » Le visage de Marcus s'est assombri. « Alors, tu laisses des inconnus entrer chez nous maintenant? » Ethan s'est levé en douceur, ses mouvements calmes et non menaçants. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je voulais juste m'assurer que Lena et le bébé allaient bien. Nous n'avons pas besoin de votre charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la gentillesse humaine fondamentale. Nous n'avons pas besoin de ça non plus. » Marcus s'est approché, essayant d'utiliser sa taille pour intimider. Ethan n'a pas bronché. « Sors de mon appartement, Marcus. » Je me suis interposé entre eux. Il était juste gentil. Il a apporté des choses pour Grace. Je me fiche de ce qu'il a apporté. Nous n'acceptons pas d'aumône d'étrangers. Ethan a levé les mains, reculant vers la porte. Je ne voulais pas causer de tension. Je pars. Ouais, fais ça. À la porte, Ethan a fait une pause. Ses yeux ont rencontré les miens par-dessus l'épaule de Marcus, et il y avait quelque chose là, une certaine compréhension qui est passée entre nous sans mots. « Si vous avez jamais besoin de quoi que ce soit, » dit-il doucement, de manière à ce que seul moi puisse entendre. « Je le pense. N'importe quoi. » Il a pressé une autre carte dans ma main. La même carte blanche simple. Le même numéro de téléphone. Et puis il est parti. Marcus a claqué la porte derrière lui si fort que le mur a tremblé.
Qu'est-ce que c'était que ça, Lina? Une petite émotion masculine. Il était gentil contrairement à certaines personnes. Qu'est-ce que ça est censé signifier? Cela signifie que tu étais censé venir me chercher. Tu étais censé être là quand j'ai accouché. J'étais seul sur un trottoir, Marcus, sur un trottoir. Si cet homme ne s'était pas arrêté, je ne sais pas ce qui se serait passé. Et maintenant, il se présente ici avec des cadeaux. Tu me prends pour une idiote? Les hommes ne font pas de choses gentilles pour les femmes sans rien vouloir en retour. Peut-être que certains hommes le font. Peut-être que certains hommes sont en fait des êtres humains décents qui aident les gens parce que c'est la bonne chose à faire. Tu es si naïve. Il a ri d'un son laid, sans humour. Réveille-toi, Lena. Ce type veut quelque chose de toi. Ils le veulent toujours. Il a pris ses clés sur le comptoir et s'est dirigé vers la porte. Où vas-tu? Dehors. Contrairement à toi, j'ai des choses à faire peur. La porte a claqué à nouveau. J'ai entendu sa voiture démarrer sur le parking. Je l'ai entendu démarrer en trombe avec un crissement de pneus. Et puis il n'y a eu que le silence. Je suis resté dans la cuisine pendant longtemps. La carte d'Ethan serrée dans ma main, pensant aux deux hommes qui venaient d'être dans cet appartement. L'un qui s'était présenté avec des cadeaux et de la gentillesse et n'avait rien demandé. L'autre qui ne s'était pas présenté quand j'avais le plus besoin de lui et avait ensuite eu l'audace d'en être en colère. Le contraste était frappant, douloureux, impossible à ignorer. Cette nuit-là, après que Grace se soit endormie, j'ai de nouveau entendu Marcus au téléphone. Cette fois, je me suis glissé plus près de la porte, assez près pour entendre plus que des fragments. Je t'ai dit que j'y travaillais. Oui, je l'ai rencontré. Il s'est montré aujourd'hui. Non, elle ne sait rien. Une pause, puis une voix. Je reconnais une voix féminine, Rachel. Ne t'inquiète pas, dit Marcus. Je lui obtiendrai ce dont nous avons besoin. Elle me fait confiance. Elle n'a aucune idée. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour m'empêcher de halter. Donne-moi juste un peu plus de temps. Une fois que j'aurai compris son angle, nous pourrons avancer avec le plan. Le plan? Quel plan? De quoi parlait-il? Qu'est-ce que Marcus était censé obtenir de moi? Je me suis retiré dans la chambre avant qu'il ne me surprenne à écouter. Mon esprit s'emballait avec des questions sans réponse. Marcus et Rachel travaillent ensemble, complotant quelque chose, m'utilisant pour quelque chose que je ne comprenais pas. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, tenant ma fille endormie, écoutant chaque son dans l'appartement, me demandant comment ma vie était devenue ça, me demandant depuis combien de temps je dormais à côté de l'ennemi. Les coups frappés à la porte sont venus à exactement 7h14 du matin. Je connais l'heure parce que je venais de regarder l'horloge en pensant que Grace avait en fait dormi 4 heures d'affilée. Et peut-être, juste peut-être, les choses commençaient à devenir plus faciles. J'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir tellement pires. Les coups ont continué, agressifs et insistants. Puis une voix, au ton officiel, le genre de voix qui s'attend à être obéie. Les services de protection de l'enfance ont ouvert la porte immédiatement. Mon sang s'est glacé. Snort. Pendant un instant, je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas penser, ne pouvais pas traiter les mots qui résonnaient un corps dans ma tête. Service de protection de l'enfance, SPE, l'organisation qui retirait les enfants de leurs parents, l'organisation qui avait hanté mes cauchemars depuis l'âge de 8 ans quand ils étaient venus à mon école pour me dire que mes parents étaient mûrs et que j'étais maintenant pupille de l'État. Mademoiselle Marshall, nous avons une ordonnance du tribunal. Ouvrez la porte maintenant, s'il vous plaît. Je suis sorti du lit en trébuchant, toujours dans ma chemise de nuit et mon short, mes cheveux emmêlés, mes yeux piquants à cause du manque de sommeil. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine actionner la serrure. J'ai ouvert la porte pour trouver 4 personnes dans le couloir, 2 femmes en blazer professionnel portant des porte-blocs, 2 policiers en uniforme complet, les mains posées sur leur ceinture. Lena Marshall, la femme devant, et brandit un badge officiel. Oui. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Je suis Janelle Brooks des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un rapport crédible de négligence d'enfants
et sommes ici pour effectuer un contrôle d'urgence du bien-être de l'enfant mineur résidant à cette adresse. Négligence. Le mot est sorti étranglé, aigu de panique. Il n'y a pas de négligence. Ma fille va bien. Elle dort en ce moment. Elle est parfaitement en sécurité et en bonne santé et prise en charge. Nous devons la voir, madame. Oui, oui, bien sûr. Entrez. Elles m'ont dépassé et sont entrées dans l'appartement, toutes les quatre se déployant comme si elles menaient une opération militaire. L'un des policiers est resté près de la porte, bloquant ma sortie. L'autre a suivi les travailleuses du SPC alors qu'elles se déplaçaient dans l'espace. J'ai regardé avec horreur comment elles examinaient l'appartement. La vaisselle dans l'évier que je n'avais pas eu le temps de laver. Le panier à linge débordant de vêtements que je n'avais pas eu le temps de plier. Les jouets de Grace éparpillés sur le sol du salon. Le chaos général d'une maison occupée par une nouvelle mère sans aide et sans sommeil. L'un des officiers a commencé à prendre des photographies. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé, le suivant dans la cuisine. « Vous ne pouvez pas photographier ma maison sans permission. Nous avons une ordonnance du tribunal, madame. » Janelle Brooks m'a tendu un document, mais mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine le lire. Basé sur les preuves fournies au tribunal, un juge a autorisé le retrait d'urgence de l'enfant mineur en attendant une enquête complète. Preuve? Quelle preuve? Je n'ai rien fait de mal. Ma fille va bien. Elle est en bonne santé, nourrie et aimée. Vous n'avez pas le droit. Madame, j'ai besoin que vous vous calmiez. Me calmer? Vous menacez de prendre mon bébé et vous voulez que je me calme? Janelle Brooks a sorti un dossier de son sac et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Mon appartement, mais pas mon appartement. La même disposition, les mêmes meubles, mais faux. Des ordures débordant partout. De la moisissure rampant sur les murs. Un biberon posé sur le comptoir avec quelque chose de écaillé à l'intérieur. Du verre brisé sur le sol près d'un jouet pour bébé. Ces photos ont été fournies dans le cadre du rapport, dit-elle. Comme vous pouvez le voir, elle documente des conditions qui présentent un danger immédiat pour le bien-être de l'enfant. Ce n'est pas mon appartement. Ma voix montait, frôlant l'hystérie. Je veux dire, elles ressemblent à mon appartement, mais elles ne le sont pas. Quelqu'un les a falsifiées. Quelqu'un a mis ça en scène. Il n'y a jamais eu de moisissure sur mes murs. Je ne laisserai jamais de verre brisé sur le sol. Ce n'est pas réel. Madame, ces photos ont été vérifiées par la partie déclarante et acceptées par le tribunal comme preuve. Qui a signalé cela? Qui ferait cela? Janelle a vérifié ses papiers. Le rapport a été déposé par un membre de la famille. Rachel Carter Hayes. Rachel. Le monde a basculé sur son axe. J'ai tendu la main pour m'agripper au comptoir afin de me stabiliser contre la vague de vertige qui m'a submergé. Ma propre sœur. Ma sœur avait appelé les services de protection de l'enfance sur moi. Ma sœur avait fourni de fausses photographies pour me faire enlever mon bébé. Il doit y avoir une erreur, m'entendais-je dire. Rachel ne ferait pas ça. C'est ma sœur. Elle ne ferait jamais. Le rapport inclut également des témoignages concernant votre état mental. La voix de Janelle était professionnellement neutre, mais je pouvais voir le jugement dans ses yeux. La partie déclarante a exprimé des préoccupations concernant l'instabilité postpartum, une dépression possible et une incapacité à prendre soin d'un nourrisson. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Je suis fatigué. Oui, parce que j'ai un nouveau-né, mais je ne suis pas instable. Je ne suis pas déprimé. Je prends soin de ma fille. Nous devons vérifier cela en attendant. Non. J'ai reculé, secouant la tête. Non, vous ne pouvez pas la prendre. Je connais mes droits. J'étais parajuriste. Vous ne pouvez pas retirer un enfant sans preuve d'un danger imminent. Et il n'y a pas de danger ici. Ces photos sont fausses. Quelqu'un les a fabriquées. Le tribunal a déjà examiné les preuves et émis l'ordonnance. Vous pouvez contester le retrait à l'audience prévue pour la semaine prochaine. La semaine prochaine,
Vous voulez prendre ma fille pour une semaine sur la base de photographies qui ont manifestement été fabriquées? Je comprends que c'est difficile, mademoiselle Marshall, mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me donniez l'enfant. Son nom est Grace. Ma voix s'est brisée. Son nom est Grace, et c'est ma fille, et je n'ai rien fait de mal. L'expression de Janelle s'est légèrement adoucie, mais sa voix est restée ferme. S'il vous plaît, apportez-moi Grace. Les quelques minutes qui ont suivi se sont déroulées dans un horrible flou ralenti. Je suis allé dans la chambre où Grace commençait à s'agiter dans son berceau. Je l'ai prise, l'ai serrée contre ma poitrine, et ai senti son petit corps chaud contre le mien. C'est bon, lui ai-je murmuré. Maman est là. Tout va bien se passer. Mais je savais que ce n'était pas bon. Je savais avec une terrible certitude que plus rien n'irait jamais. Ils ne l'ont pas arraché de mes bras. Ça aurait été plus facile d'une certaine manière. Plus facile à combattre, plus facile à s'emporter contre. Au lieu de cela, ils se sont tenus là, ces 4 étrangers, dans leurs vêtements professionnels et leurs badges officiels, et ils ont attendu. « S'il vous plaît, mademoiselle Marshall, » dit Janelle, « ne rendez pas cela plus difficile que nécessaire. » Marcus est apparu dans l'embrasure de la chambre. J'avais presque oublié qu'il était là. Il devait se cacher, évitant la confrontation. Et maintenant, il a émergé, l'air échevelé et confus de sommeil. « Qu'est-ce qui se passe? »« Ils essaient de prendre Grace, » dis-je. « Service de protection de l'enfance. Rachel a déposé un rapport. Ils ont de fausses photographies et ils essaient de la prendre. » Je m'attendais à ce qu'il soit indigné, qu'il demande des explications, qu'il se tienne à mes côtés et se batte. Au lieu de cela, il a hoché la tête lentement, son visage prenant une expression de préoccupation qui semblait répéter. « J'avais peur que quelque chose comme ça n'arrive, dit-il. Et il ne me parlait pas. Il parlait aux travailleurs sociaux. Elle a eu du mal depuis la naissance du bébé. Je me suis inquiété de son état mental. Elle ne dort pas. Elle pleure tout le temps. Elle a ses épisodes. Et je l'ai regardé fixement. Le père de mon enfant, l'homme qui était censé m'aimer. « Marcus, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de t'aider, Lena. Tu as besoin d'aide. Tu ne vas pas bien. Je vais bien. Je suis fatigué parce que tu n'aides en rien, mais je vais bien. Tu vois ce que je veux dire? » Il s'est tourné vers Janelle. Elle devient défensive comme ça, paranoïaque. Je ne voulais rien dire, mais peut-être que c'est pour le mieux, jusqu'à ce qu'elle obtienne une aide professionnelle. « Tu mens. » Ma voix tremblait maintenant, les larmes coulant sur mon visage. « Tu mens. Dis-leur que tu mens. Dis-leur que je suis une bonne mère. » Mais Marcus a juste secoué la tête tristement, jouant parfaitement son rôle. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde si Grace allait quelque part en sécurité pendant un petit moment. Juste jusqu'à ce que Lena obtienne l'aide dont elle a besoin. Les travailleurs sociaux ont échangé des regards. Je pouvais les voir prendre leurs décisions, les voir décider que j'étais exactement ce que le rapport de Rachel et le témoignage de Marcus disaient que j'étais. Une femme instable, une mère indigne. Mademoiselle Marshall, la voix de Janelle était douce maintenant, comme on parlerait à un animal effrayé. J'ai besoin que vous me remettiez le bébé. Non. Si vous refusez de vous conformer, je demanderai aux agents de la retirer. Non, s'il vous plaît. Elle a besoin de moi. Je suis sa mère. Je comprends que c'est difficile, mais le tribunal a pris sa décision. Vous pouvez la contester à l'audience la semaine prochaine. Pour l'instant, Grace doit partir avec nous. J'ai regardé les policiers, leurs mains sur leurs ceintures, prêts à user de la force si nécessaire. J'ai regardé Marcus, qui regardait avec une expression de fausse préoccupation qui me donnait envie de crier. J'ai regardé Grace, qui commençait à s'agiter dans mes bras, percevant ma détresse, et j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Si je les combattais, ils la prendraient de toute façon. Ils ajouteraient une résistance à un agent, à ma liste de prétendus crimes. Ils utiliseraient ma résistance comme preuve que j'étais exactement aussi instable que Rachel l'avait affirmé. Si je voulais avoir la moindre chance de la récupérer, je devais la laisser partir. Alors, j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie.
J'ai embrassé le front de ma fille. Je lui ai murmuré que je l'aimais, que je viendrais la chercher, que ce n'était pas un au revoir. Et puis je l'ai placée dans les bras de Janelle Brooks et j'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas se casser, se briser. Comme un élastique trop étiré, Grace a commencé à pleurer immédiatement. Ce hurlement de nouveau-né que j'avais appris à reconnaître, que je pouvais distinguer dans une foule, qui me transperçait comme un couteau. « C'est bon, » dit Janelle, ajustant sa prise sur ma fille. « Elle sera bien prise en charge. Où l'emmenez-vous? Vers un placement d'urgence en famille d'accueil. Vous recevrez l'adresse une fois que tout sera traité. » Elle se dirigeait vers la porte. Grace criait maintenant, son petit visage rouge, ses minuscules poings agitants. Je pouvais l'entendre tout le long du couloir jusqu'à l'ascenseur, jusqu'à ce que finalement les portes se ferment et qu'il n'y ait que le silence. Je me suis tourné vers Marcus. Il regardait son téléphone. « Tu as fait ça? » ai-je dit, ma voix à peine reconnaissable. « Toi et Rachel, c'était planifié. Tu es paranoïaque, Lena. Tu as besoin d'aide. Peut-être que cela te fera du bien, te donnera le temps de te reposer, te remettre les idées en place. Sors. C'est mon appartement là-ci. Sors ou je jure devant Dieu, Bacchus, j'appellerai la police et leur dirai tout. Les dettes de jeu, l'argent que tu as volé de notre compte, les appels téléphoniques avec Rachel, tout. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Peur peut-être ou calcul. Bien. J'allais partir de toute façon. Cet endroit me déprime. Il a attrapé ses clés et son portefeuille et est sorti sans un mot de plus. Je me suis tenu dans l'appartement vide dans la chambre d'enfant que j'avais aménagé moi-même, entouré de vêtements de bébé et de Pong et de l'odeur de la lotion pour bébé de Grace. Et je me suis laissé m'effondrer. Je me suis effondré sur le sol dans le coin de la chambre d'enfant et j'ai crié. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, jusqu'à ce que je n'ai plus de voix, jusqu'à ce que les voisins commencent à frapper au mur. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que je sois juste en train de vomir à sec, mon corps convulsant de chagrin. Puis quelque chose s'est passé, les larmes ont cessé, les tremblements ont cessé, et j'ai ressenti quelque chose de nouveau, froid, clair, concentré. Rachel voulait une guerre, elle allait en avoir une. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais Grace pleurer, ce cri désespéré de nouveau-né auquel je ne pouvais répondre, que je ne pouvais apaiser, que je ne pouvais améliorer. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. J'ai enquêté, j'ai sorti mon ordinateur portable et mes blocs-notes juridiques, et toutes les compétences que j'avais apprises à 6 ans en tant que parajuriste. J'ai demandé une copie du rapport du CPS citant mon droit en tant que mère de l'enfant de consulter toute la documentation. J'ai recherché les lois pertinentes, les procédures, les exigences pour le retrait d'urgence. J'ai fait des listes et des chronologies et des notes. Au matin, j'avais un plan. Le rapport du CPS est arrivé par email à 9h, exactement 24 heures après qu'ils aient pris Grace, comme la loi l'exigeait. Je l'ai lu assise à ma table de cuisine, mes mains stables, même si mon cœur battait la chamade. Le rapport était accablant. Il brossait le tablet d'une femme en crise, d'une maison en chaos, d'un bébé en danger. Mais en lisant plus attentivement, j'ai commencé à voir les fissures. Les photographies étaient fausses, je l'avais remarqué avant, mais maintenant je l'ai documenté systématiquement. La fenêtre sur les photos faisait face au nord. Ma fenêtre faisait face à l'est. Le revêtement de sol sur les photos était en bois dur. J'avais de la moquette. L'emplacement de la prise était différent. Les luminaires étaient différents. Quelqu'un avait pris des photos d'un appartement complètement différent et les avait fait passer pour les miennes. Les horodatages étaient également faux. Les photos étaient censées avoir été prises le matin du retrait, mais la lumière suggérait le soir. Et là, dans le coin d'une photo, il y avait un détail qui a fait battre mon cœur. Un journal juste le bord,
à peine visible sur un comptoir qui était censé être le mien. J'ai zoomé aussi loin que je pouvais et j'ai juste pu distinguer la date, le journal daté d'il y a 2 semaines. Ces photos n'avaient pas été prises le matin où le CPS est venu à ma porte. Elles avaient été mises en scène des jours ou des semaines plus tôt, dans un appartement entièrement différent par quelqu'un qui pensait être intelligent, par quelqu'un qui m'avait sous-estimé. J'ai tout documenté. Chaque incohérence, chaque détail impossible, chaque mensonge. J'ai pris des photos de mon propre appartement avec des journaux horodatés affichés en évidence, montrant à quel point il était différent des preuves soi-disant accablantes. Puis je suis allé trouver Janelle Brooks. Le bureau du CPS était un bâtiment gouvernemental gris en centre-ville, le genre d'endroit qui sentait le vieux café et le désespoir bureaucratique. Je suis entré, ne ressemblant en rien à la femme hystérique qu'ils avaient vue la veille. Je m'étais douché, mise des vêtements professionnels, maquillé pour cacher les cernes sous mes yeux. Je ressemblais à ce que j'étais, une parajuriste avec 6 ans d'expérience et absolument aucune intention d'abandonner. J'ai besoin de parler à Janelle Brooks, ai-je dit à la réceptionniste. Il s'agit d'une affaire active. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais j'ai des preuves que l'affaire contre moi était basée sur des documents frauduleux et je suis certaine que Mme Brooks voudrait les voir avant de se retrouver impliquée dans une infraction fédérale. Les yeux de la réceptionniste se sont agrandis. Elle a décroché son téléphone. 5 minutes plus tard, Janelle Brooks est venue me rencontrer. Mademoiselle Marshall, elle n'avait pas l'air heureuse. Vous devriez travailler avec votre avocate attitrée et non confronter directement les travailleurs sociaux. Je ne peux pas me permettre un avocat et je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de 5 minutes de votre temps et d'une volonté de regarder ce que j'ai trouvé. Les preuves ont déjà été examinées par le tribunal. Les preuves ont été fabriquées et je peux le prouver. Elle m'a étudié pendant un long moment. Ce qu'elle a vu a dû la convaincre parce qu'elle a soupiré et a fait un geste vers une petite salle de conférence. 5 minutes, j'ai étalé ma documentation sur la table. Les photographies côte à côte, l'analyse des incohérences, la date du journal prouvant que les photos étaient truquées. Regardez cette fenêtre, dis-je, pas en pointant. Sur les photos que vous avez utilisées, elle fait face au nord. Dans mon appartement, la fenêtre fait face à l'est. Regardez le revêtement de sol. J'ai de la moquette. Ces photos montrent du bois dur. Regardez cette date de journal. Ces photos n'ont pas été prises le matin où vous êtes venu à ma porte. Elles ont été mises en scène au moins 2 semaines plus tôt. Janelle a regardé, vraiment regardé. J'ai observé son visage alors qu'elle examinait les preuves. J'ai vu le masque professionnel se fissurer. J'ai vu le doute s'insinuer. Les luminaires sont différents aussi, murmura-t-elle presque à elle-même. Je ne l'avais pas remarqué avant. Parce que vous avez fait confiance à la source. Vous avez fait confiance à ma sœur. Mais Rachel a menti. Elle a fabriqué toute cette affaire pour m'enlever ma fille. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Janelle resta silencieuse un long moment, étudiant les photographies. Quand elle leva les yeux, quelque chose avait changé dans son expression. Si vous avez raison à ce sujet, si quelqu'un a vraiment fabriqué des preuves pour retirer un enfant, ce n'est pas seulement une erreur de procédure. C'est un crime fédéral. Je sais que vous comprenez que je ne peux pas me contenter de votre parole. J'ai besoin de vérifier cela de manière indépendante. Je comprends. C'est pourquoi je vous donne des copies de tout. Toute ma documentation, toute mon analyse. Vérifiez-le vous-même. Portez-le à vos superviseurs. Faites tout ce que vous avez à faire, Pomme. Mais s'il vous plaît, ma voix s'est brisée malgré mes meilleurs efforts. S'il vous plaît, ne les laissez pas s'en tirer. Je ne suis pas une mauvaise mère. J'aime ma fille et quelqu'un me l'a prise en utilisant des mensonges. Janelle a ramassé les papiers lentement, son visage tourmenté. « Donnez-moi 48 heures, dit-elle finalement. Je dois examiner ça moi-même. Si ce que vous dites est vrai, c'est vrai, alors des têtes vont tomber, y compris la mienne, pour ne pas l'avoir remarqué plus tôt. » Elle s'est levée, tendant la main. « Vous n'êtes pas à quoi je m'attendais, mademoiselle Marshall.
J'ai vu beaucoup de parents dans ma carrière. Beaucoup d'entre eux prétendent être innocents. La plupart ne le sont pas. Mais vous, elle m'a serré la main fermement. Vous pourriez en fait dire la vérité. Je le suis. Je vous promets que je le suis. Rentrez chez vous. Reposez-vous si vous le pouvez. Je vous contacterai. Je suis sorti de ce bâtiment en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. L'espoir. 2 jours plus tard, Janelle m'a rappelé. Vous aviez raison, dit-elle sans préambule. Les photographies avaient été fabriquées. Je les ai tracées jusqu'à une propriété locative dans le New Jersey. Quelqu'un a mis en scène toute l'affaire. J'ai fermé les yeux, le soulagement m'envahissant par vagues. Je le savais. Je savais qu'il mentait. Il y a plus. J'ai retiré la plainte originale, celle que votre sœur a déposée. Il y a des incohérences dans sa déclaration aussi, des heures qui ne correspondent pas, des détails qui contredisent les preuves. Quelqu'un l'a coaché sur ce qu'il fallait dire, mais ils n'ont pas fait un très bon travail. Que se passe-t-il maintenant? Je recommande une réunification immédiate. Une audience est prévue pour demain matin. Compte tenu de ce que j'ai trouvé, je m'attends à ce que le juge annule l'ordonnance de retrait. Demain, j'aurai Grace de retour demain. Merci, dis-je, ma voix se brisant. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Nous devons encore comprendre qui est derrière tout ça. Votre sœur a déposé la plainte, mais je ne pense pas qu'elle ait agi seule. Les photos fabriquées, l'appartement mis en scène, l'histoire coordonnée. Cela a demandé de la planification, des ressources. Quelqu'un l'a aidé. Je savais qu'il l'avait aidé. Marcus, peut-être d'autres que je ne connaissais pas encore, mais c'était un problème pour après avoir récupéré ma fille. L'audience était à 9 heures au tribunal de la famille. Je suis arrivé à 8h30 vêtu de ma meilleure tenue professionnelle, portant un dossier rempli de documentation. Janelle m'a rencontré dans le couloir avec sa superviseure, une femme à l'air sévère nommée Patricia, qui semblait avoir tout vu et ne rien croire. La juge a examiné les preuves de fabrication. Patricia a dit qu'elle était prête à statuer en votre faveur. Mais, mademoiselle Marshall, je veux être clair sur quelque chose. Ce n'est pas fini. Quelqu'un a commis de graves crimes pour prendre votre fille. Nous devons découvrir qui et pourquoi. Je comprends. Nous allons recommander qu'une enquête soit ouverte. Vous devriez vous préparer à ce que les choses empirent avant de s'améliorer. J'ai hoché la tête. J'avais passé ma vie à me préparer au pire. L'audience elle-même était presque un anticlimax. Je me suis assise à une table avec Janelle pendant qu'un juge examinait les preuves, posait quelques questions, puis statuait exactement comme Janelle l'avait prédit. Basé sur les preuves présentées, cette cour constate que le retrait d'urgence de l'enfant mineur était basé sur des documents frauduleux. L'enfant doit être remis à sa mère immédiatement. De plus, cette cour ordonne une enquête complète sur la source des preuves fabriquées. J'ai pleuré alors, pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, des larmes de joie. Le genre de larmes qui viennent quand on a retenu son souffle pendant des jours et enfin, on peut expirer. Janelle a posé sa main sur mon épaule. « Allons chercher votre fille. » La famille d'accueil où Grace avait été placée était une petite maison en banlieue, propre et bien entretenue avec des jouets dans le jardin et des carillons éoliens sur le porche. La mère d'accueil, une femme au visage aimable d'une 60aine d'années, nous a accueillis à la porte. « Vous devez être Lena, dit-elle. Grace est un beau bébé. Elle a demandé sa maman. Je savais que ce n'était pas littéralement vrai. Grace était trop jeune pour demander quoi que ce soit, mais le sentiment m'a fait pleurer à nouveau. Ils l'ont apportée dans le salon. Elle était plus grande que la dernière fois que je l'avais vue, ce qui aurait dû être impossible après seulement 3 jours, mais semblait absolument vrai. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle a attrapé mon doigt comme elle l'avait fait à sa naissance, comme si elle disait « Te voilà, je t'ai attendu ». Je l'ai tenu longtemps, juste respirant son odeur de bébé, sentant son poids dans mes bras, me laissant croire que c'était réel, que j'avais gagné, que le cauchemar était terminé.
Mais bien sûr, ce n'était pas terminé. Pas même proche. J'aurais dû savoir que Rachel n'abandonnerait pas si facilement. J'aurais dû savoir que prendre Grace n'était que la première étape de son plan. J'aurais dû savoir que la guerre ne faisait que commencer. Mais à ce moment-là, tenant ma fille, je me suis permis de croire à la victoire. Ce fut le dernier moment de paix que j'aurai pendant très longtemps. Ils sont venus me chercher 3 jours plus tard. J'étais alors dans la maison d'hôte d'Ethan. Il me l'avait offerte après que j'ai récupéré Grace, quand je lui avais dit que je ne pouvais pas retourner à l'appartement que j'avais partagé avec Marcus. Sans attache, avait-il dit, sans attente. Tu as juste besoin d'un endroit sûr où rester pendant que tu arranges les choses. J'avais accepté parce que j'étais à court d'options et de fierté. La maison d'hôte était magnifique. Un petit cottage sur sa propriété avec 2 chambres et une cuisine complète et une vue sur des jardins qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que ce que je gagnais en un an. Grace avait sa propre chambre pour la première fois, peinte d'un jaune doux qui me faisait penser au soleil. Pendant 3 jours, je me suis laissé respirer. Puis la police est arrivée. Ils sont venus à 6 heures du matin. 3 voitures avec des gyrophares clignotants, des agents en gilet pare-balles, comme s'ils s'attendaient à une fusillade. Ils ont frappé à la porte jusqu'à ce que je l'ouvre. Grace dans mes bras, mon cœur déjà lourd. Lena Marshall, l'officier devant et brandit un badge. Oui, vous êtes arrêté pour fraude et vol. Vous avez le droit de garder le silence. Ils m'ont menotté devant la mère d'Ethan, Diane, qui était venue me voir quand elle avait entendu le vacarme. Cette douce femme de 67 ans, qui m'avait appris à faire du thé correctement, a regardé pendant qu'il m'emmenait comme une criminelle. J'ai réussi à lui donner Grace avant qu'il ne me mette dans la voiture. Appelez Ethan, ai-je dit. S'il vous plaît, dites-lui ce qui s'est passé. Diane a hoché la tête, son visage pâle de choc, et puis la portière de la voiture s'est fermée, et on m'a emmené. Au poste de police, ils m'ont expliqué les accusations. Fraude. Vol basé sur des documents qui montraient que j'avais volé 50 000 $ de la succession de mes parents adoptifs il y a 5 ans. Des documents signés de mon nom. Des documents que je n'avais jamais vus de ma vie. Ce n'est pas vrai, dis-je pour la 100e fois. Je n'ai jamais rien volé. Je n'ai même pas parlé à mes parents adoptifs depuis 5 ans. Les documents disent le contraire. Les documents sont falsifiés, tout comme les photographies qui ont été utilisées pour prendre ma fille. Quelqu'un me piège. Le détective m'a regardé avec des yeux fatigués. Il avait probablement entendu 1000 criminels affirmer qu'ils étaient piégés. Vous pouvez expliquer cela au juge. Ils m'ont mise dans une cellule de détention. Les murs étaient gris. Le banc était dur. Les toilettes n'avaient pas d'écran d'intimité. Je suis resté assis là pendant des heures, essayant de ne pas pleurer, essayant de penser, essayant de comprendre qui avait fait ça et pourquoi. La réponse est venue à moi lentement, assemblant des fragments de conversations que j'avais entendues, des connexions que je n'avais pas comprises. Rachel et Marcus avaient planifié cela pendant des années. Les documents d'héritage étaient la première étape, créée il y a 5 ans pour me couper de la famille Carter, pour m'isoler. Puis Marcus, délibérément présenté à moi lors de la fête de Rachel, positionné pour se rapprocher, pour apprendre mes secrets, pour être prêt quand le moment viendrait. Puis la grossesse, peut-être même planifiée pour leur donner un levier. Puis le rapport du CPS conçu pour me prendre ma fille et détruire ma crédibilité. Et maintenant, ces accusations de fraude pour me mettre en prison, pour s'assurer que je ne pourrais jamais riposter, pour s'assurer que Rachel gagne une fois pour toutes. Mais pourquoi? Qu'avais-je fait pour mériter ce niveau de haine? La réponse est venue d'une source inattendue. Ethan m'a fait sortir sous caution le lendemain matin. Il attendait quand ils m'ont libéré, l'air de ne pas avoir dormi, la mâchoire serrée de colère. « Nous devons parler, dit-il. J'ai trouvé quelque chose. » Dans sa voiture, il m'a tendu un dossier. J'ai engagé un enquêteur après l'affaire CPS. Je voulais comprendre ce qui se passait, ce que j'ai trouvé. Il a secoué la tête.
Le mari de ta sœur est avocat, n'est-ce pas? Associé chez Harper et Associés. Oui. Pourquoi? Parce que Harper et Associés est actuellement sous enquête fédérale pour blanchiment d'argent. Ils ont fait passer des millions de dollars par de fausses transactions juridiques pendant des années. Et devine quel nom est partout sur les papiers? J'ai regardé les documents dans le dossier. Des dossiers financiers, des virements bancaires, des dépôts d'entreprise. Et là, encore et encore, ma signature, mon nom. Ils m'ont utilisé, dis-je lentement, les pièces se mettant en place. Et dans des années, ils ont utilisé mon identité pour commettre des crimes. Il semble que oui. L'accusation de vol d'héritage, cet argent n'a pas disparu. Il est allé sur un compte à ton nom, un compte que tu n'as jamais ouvert, et ensuite il a été transféré à une société écran liée au cabinet du mari de Rachel. Ils m'ont piégé pour prendre le blâme. Ils t'ont piégé pendant des années. La connexion avec l'aide sociale, pas de famille, pas de ressources. Tu étais la proie parfaite. Quelqu'un que personne ne croirait. Quelqu'un qui ne pouvait pas riposter. J'ai pensé à tout ça. Le document forgé qui m'avait coupé des Carters il y a 5 ans. La lente campagne de distance et de cruauté de Rachel. Marcus présenté juste au bon moment. La grossesse, le rapport du CPS, les accusations de fraude. Tout était lié, tout était planifié. Tout menait à ce moment où ils me détruiraient finalement. Mais ils avaient fait une erreur. Ils m'avaient sous-estimé. J'ai besoin de trouver Marcus, dis-je. C'est le maillon faible. Si je peux le faire parler, témoigner de ce qu'ils ont fait. Déjà fait. Ethan a souri d'un air sombre. Mon enquêteur l'a trouvé caché dans un motel en dehors de la ville. Les têtes de jeu l'ont rattrapé. Il a peur, Lena. Assez peur pour retourner sa veste. Alors allons-y. Le motel était exactement le genre d'endroit où l'on s'attendrait à ce que quelqu'un se cache lorsque sa vie s'écroule. Peinture écaillée, néon clignotant, odeur de moisissure et de désespoir. Marcus a ouvert la porte au deuxième coup et je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids. Ses yeux étaient cernés de rouge et creux. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Lena, sa voix s'est brisée. Comment m'as-tu trouvé? Je suis plus intelligente que tu ne l'as jamais cru. Puis-je entrer? La chambre était un désastre. Des emballages de fast-food partout. Des bouteilles vides. Un pistolet sur la table de chevet qui me fit tomber l'estomac. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Dans quoi t'es-tu fourré? Tu ne comprends pas. Il s'est effondré sur le lit, la tête entre les mains. Ils m'ont promis que ce serait facile. Juste me rapprocher de toi, te surveiller, faire un rapport. Ils s'occuperaient de mes dettes. Je serai libre. Qui te l'a promis? Rachel et son mari. Ils ont dit que tu allais te mettre en travers de quelque chose de grand. Ils ont dit que j'avais juste besoin de te distraire jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Prête pourquoi? Je ne sais pas tout. Quelque chose à propos de l'argent du cabinet. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer si les choses tournaient mal. Ils avaient besoin. Il m'a regardé et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Ils avaient besoin de toi, Lena. Tu as toujours été le plan, le bouc émissaire, la personne qui prendrait le blâme pour tout ce qu'ils ont fait. Et tu les as aidés. Tu les as laissés prendre notre fille. Tu les as laissés me piéger pour fraude. Je n'avais pas le choix. Ils me possédaient les dettes de jeu, Lena. Je devais 40 000 $ à des gens qui ne pardonnent pas les dettes. Le mari de Rachel a remboursé, mais cela signifiait que je leur appartenais. Tout ce que je faisais, tout ce que je te disais, faisait partie de leur plan. J'aurais dû ressentir de la sympathie. Une partie de moi en a ressenti. Marcus était faible, stupide et égoïste, mais il était aussi piégé, pris dans une toile dont il ne savait comment s'échapper. Mais une plus grande partie de moi ne ressentait qu'une froide détermination. Tu vas m'aider, dis-je. Tu vas témoigner de tout. Le plan, les paiements, les documents falsifiés, tout. Je ne peux pas. Ils vont me tuer. Ils vont te détruire de toute façon.
Au moins de cette façon, tu as une chance. Protection des témoins. Une nouvelle identité, une vie sans dette et sans menace pesant sur ta tête. Tu ferais ça après tout ce que je t'ai fait? Je ferais ça pour Grace, pour ma fille, celle que tu les as aidés à essayer de me prendre. Je me suis penché. Tu nous dois, Marcus. Tu nous dois tout. Et c'est comme ça que tu commences à rembourser. Il m'a regardé un long moment, puis il a hoché la tête. Qu'as-tu besoin que je fasse? Marcus a parlé pendant 3 heures. Nom, date, compte bancaire, lieu de rencontre, tout ce qu'il savait du plan de Rachel et de l'entreprise criminelle de son mari. J'ai enregistré chaque mot. Puis j'ai porté l'enregistrement à la détective Sarah Mitchell, l'enquêtrice qui avait été affectée à mon affaire de fraude. Je sais que vous pensez que je suis coupable, dis-je, glissant l'enregistreur sur son bureau. Mais avant que vous ne preniez votre décision, j'ai besoin que vous écoutiez ceci. Elle a écouté. Son visage est passé du scepticisme à l'intérêt, puis à la surprise ouverte. Si c'est vrai, dit-elle quand ce fut fini. C'est vrai et je peux prouver plus. Des relevés bancaires montrant de l'argent circulant sur des comptes à mon nom que je n'ai jamais ouverts. Des documents falsifiés avec des signatures qui ne correspondent pas à ma vraie écriture, un schéma de fraude remontant à des années, tout pointant vers Harper et associés. Vous comprenez que je ne peux pas me contenter de votre parole. Cela doit être vérifié. Alors vérifiez-le. Mais pendant que vous faites cela, considérez ceci. Rachel Carter Hayes et son mari sont ceux qui devraient être menottés, pas moi. Je suis juste le bouc émissaire pratique qu'ils ont mis en place pendant 5 ans. La détective Mitchell a regardé l'enregistreur dans sa main, a regardé les documents que j'avais étalés sur son bureau, m'a regardé. Je vais passer quelques appels, dit-elle finalement. Ne quittez pas la ville. Je n'ai pas quitté la ville. Je suis retourné à la maison d'hôte d'Eaton et j'ai tenu ma fille et j'ai attendu. Les appels sont arrivés 2 jours plus tard. Rachel et son mari avaient été arrêtés. Le FBI avait perquisitionné Harper et Associés, saisissant ordinateurs et dossiers et des années de preuves. Plusieurs associés du cabinet étaient accusés de blanchiment d'argent, de fraude et de complot, et les accusations contre moi étaient abandonnées. J'ai pleuré quand la détective Mitchell me l'a dit. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de soulagement, quelque chose entre les deux. Quelque chose qui ressemblait à des années de poids enfin soulevées de mes épaules. Nous avons tout trouvé, dit la détective. Les sociétés écrans, les faux comptes, les fausses signatures. Vous aviez raison. Ils vous utilisaient comme bouc émissaire, vous mettant en place pour prendre le blâme de millions de dollars d'activités criminelles. Qu'en est-il de Rachel? Elle est accusée de complot en vue de commettre une fraude, de dépôt d'un faux rapport au service de protection de l'enfance et d'entrave à la justice. Son mari risque 20 à 30 ans. 20 à 30 ans. Le chiffre semblait irréel. Et Marcus, il coopère. Nous l'avons placé en détention protectrice en attendant le procès. Il devra témoigner, mais compte tenu des circonstances, le procureur est prêt à recommander la clémence. J'ai hoché la tête. Je ne me souciais plus de Marcus. Je ne me souciais plus de Rachel ou de son mari ou du réseau complexe de crimes qu'il tissait depuis des années. Je ne me souciais que de Grace, de l'avenir, de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de tout ce qu'ils avaient essayé de détruire. Mais Rachel avait une dernière carte à jouer. Elle a été libérée sous caution. Je ne sais pas comment, étant donné la gravité des accusations, mais d'une manière ou d'une autre, Rachel a convaincu un juge de la laisser sortir en attendant son procès. Elle a dû rendre son passeport. Elle a dû porter un bracelet électronique. Mais elle était libre pendant environ 12 heures. En ces 12 heures, Rachel a exécuté son acte de vengeance finale. Je l'ai découvert quand mon téléphone a commencé à exploser de notifications au milieu de la nuit, des messages textes de numéros que je ne reconnaissais pas, des tags sur les réseaux sociaux de comptes dont je n'avais jamais entendu parler, email après email après email. Rachel avait tout libéré.
Mes dossiers d'aide sociale qui étaient censés être scellés par la loi. Mon historique médical de quand j'étais adolescente luttant contre la dépression après la mort de mes parents. Chaque photo embarrassante qu'elle pouvait trouver, chaque moment vulnérable que j'avais partagé avec elle en toute confiance, chaque secret que je lui avais jamais confié. Elle avait tout envoyé à tous les médias, tous les sites de potins, toutes les plateformes de médias sociaux qu'elle pouvait trouver. Au matin, toute ma vie était un divertissement public. Les gros titres étaient brutaux. La petite amie du milliardaire a un passé secret de maladie mentale. Enfant adopté, troublée, devenue chercheuse d'or. La femme qui a essayé de piéger sa propre sœur. Oui, Rachel avait inversé le récit. Dans sa version des événements, j'étais la criminelle. C'était moi qui l'avais piégée. J'étais la femme folle et instable qui avait séduit un milliardaire et détruit la vie de sa sœur par jalousie. Et les gens l'ont cru. Les commentaires étaient pires que les gros titres. Des inconnus disséquant mon traumatisme pour se divertir. Des psychologues de salon me diagnostiquant sur la base de dossiers médicaux qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Des gens me traitant de fraudeuse, de menteuse, de chercheuse d'or, de folle. Ethan m'a trouvée assise dans son salon à 3h08 du matin, faisant défiler la haine, incapable d'arrêter. Lena, il s'est assis à côté de moi, prenant doucement le téléphone de mes mains. « Tu dois arrêter. Il me déteste. Tout le monde me déteste. Pas tout le monde. Pas les gens qui comptent. Elle a gagné. » Ma voix était vide. Même de prison, Rachel a gagné. Elle a tout pris. Ma vie privée, ma dignité, mon histoire. Il ne reste rien. Ethan resta silencieux un instant. Puis il dit quelque chose qui changea tout. Y a-t-il ou y a-t-il tout? Je le regardais, confuse. Rachel a essayé de contrôler ton récit en le cachant, en te menaçant d'exposition, mais maintenant tout est là. Chaque secret, chaque lutte, chaque moment vulnérable. Elle ne peut plus te menacer avec ça. Elle ne peut plus l'utiliser contre toi. C'est juste là, public, fait. C'est censé me faire me sentir mieux. C'est censé te faire réaliser que tu as un choix. Tu peux la laisser définir ton histoire ou tu peux la définir toi-même. J'y ai réfléchi à toutes les années que j'avais passées à cacher mon passé, à cacher mes luttes, à cacher qui j'étais vraiment. Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Rachel avait voulu me détruire par l'exposition, mais peut-être m'avait-elle en fait libéré. J'ai appelé une journaliste le lendemain matin, pas une journaliste de potin, une vraie journaliste d'investigation nommée Patricia Sawyer, qui avait couvert le scandale Harper et Associés pour le Tribune. Je veux raconter mon histoire, dis-je. Tout, mes propres mots, mes propres termes. Tout le monde veut raconter son histoire en ce moment. La tienne est assez radioactive. Je sais, mais je connais aussi la vérité et je pense que les gens méritent de l'entendre. Il y a eu une pause. Puis Patricia a dit, « Je vous donne 1 heure. Faites en sorte que ça compte. » L'interview a été diffusée 3 jours plus tard. 2 heures de conversation condensée en un segment de 15 minutes qui a d'une manière ou d'une autre tout capturé. J'ai parlé de mon enfance, de la perte de mes parents, de la protection de l'enfance et du sentiment d'être indésirable, mal aimé, jetable. J'ai parlé d'avoir trouvé une famille chez les Carter, puis de les avoir perdus à cause de la manipulation de Rachel. J'ai parlé de Marcus et de la grossesse et de la terreur de voir ma fille m'être enlevée. Et j'ai parlé de survivre. Je ne suis pas parfaite, dis-je, regardant directement la caméra. J'ai lutté contre la dépression. J'ai grandi en foyer. J'ai fait de mauvais choix dans mes relations. J'ai fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je suis aussi une battante, une mère et une survivante. Ma sœur voulait que vous voyiez ma noirceur. Mais la noirceur n'est que l'espace où la lumière n'a pas encore atteint. Alors voici ma lumière. Je suis toujours debout. La réponse a été écrasante. En quelques heures, le récit a commencé à changer. Les gens partageaient mon interview, partageant leurs propres histoires de trahison familiale,
et se racle la gorge de placement en foyer et de lutte de santé mentale. Le hashtag « Elle est toujours debout » a commencé à devenir viral. Je n'étais plus une méchante. J'étais un symbole. Et Rachel, regardant de là où elle se cachait, devait savoir qu'elle avait perdu. Ils l'ont trouvée à la frontière canadienne 3 jours plus tard, tentant de fuir le pays avec une valise pleine d'argent liquide. Elle a été arrêtée sans incident et ramenée pour faire face à son procès. J'ai demandé à la voir avant qu'il ne l'emmène. La visite fut brève, supervisée. Rachel était assise en face de moi dans une combinaison orange, ses cheveux non lavés, son visage sans maquillage. Elle paraissait plus petite d'une certaine manière, diminuée. « J'avais besoin de te voir une dernière fois, dis-je, pour me vanter, pour te dire que je te pardonne. » Son visage se tordit d'incrédulité. « Je ne veux pas ton pardon. Je sais, c'est pourquoi je le donne. Pas pour toi, pour moi. Tu as suffisamment contrôlé ma vie, Rachel. Mon passé, mes relations, ma réputation. Je reprends le dernier morceau. La partie où je décide ce que je porte avec moi et ce que je laisse derrière. Tu es faible. Tu as toujours été faible. Non, Rachel. J'ai survécu à la protection de l'enfance. Je t'ai survécu. J'ai survécu à la perte de ma fille et à son retour. J'ai survécu à l'exposition de toute ma vie au monde. Je ne suis pas faible. J'en ai juste assez de laisser ta haine me définir. Je ne cesserai jamais de te haïr. Je sais. Et je te plains parce que pendant que tu seras assise dans une cellule à repasser tout ce que tu as perdu, je vais vivre. Vraiment vivre. Ne pas me cacher, ne pas m'excuser, ne pas faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Et cela te fera plus de mal que tout ce que je pourrais dire. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Léna, la voix de Rachel m'a arrêté. Pourquoi? Pourquoi as-tu le droit de gagner? Tu étais le cas de Charité, la petite orpheline brisée qu'il plaignait. J'étais leur vraie fille. J'aurais dû avoir tout. Je l'ai regardé une dernière fois. Tu avais tout, Rachel. Une famille qui t'aimait, des parents qui ne sont jamais partis, une maison qui a toujours été la tienne. Tu avais tout, et tu l'as jeté parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée de partager. Ce n'est pas ma faute, c'était toujours ton choix. Je suis parti. Elle a crié quelque chose après moi, mais je ne me suis pas retourné. La porte s'est refermée entre nous et c'était fini. Enfin, vraiment fini. 6 mois plus tard, j'ai maintenant un nouvel appartement. Rien de fantaisiste, juste une petite 2 chambres dans un quartier calme avec de bonnes écoles. Les murs sont peints en jaune doux, la couleur que j'ai toujours voulu. Il y a des photos de famille sur les étagères, mais pas les anciennes. De nouvelles photos. Des photos de la famille que j'ai choisie, pas celle dans laquelle je suis né ou adopté. Grace marche maintenant 13 mois et elle essaie déjà de courir. Ses jambes potelées la portent de pièce en pièce pendant que je la poursuis, terrifiée et ravie à parts égales. Elle a mes yeux et ma ténacité. Et elle rit de tout. Ce son joyeux et pétillant qui fait s'épanouir tout mon cœur. Elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Elle ne sait rien du trottoir ou de la visite des services de protection de l'enfance ou de la cellule de prison. Elle ne sait pas que sa mère a presque tout perdu. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est aimée inconditionnellement et complètement. Et c'est exactement comme cela devrait être. Je travaille maintenant comme avocate des victimes. 3 jours par semaine dans une organisation à but non lucratif qui aide les mères à naviguer dans le cauchemar des faux rapports des services de protection de l'enfance et des batailles pour la garde. Je connais le système des 2 côtés. Je sais comment le combattre. Je sais ce que cela fait d'être seul et terrifié et de se demander si quelqu'un vous croira un jour. Je ne peux pas tout réparer. Je ne peux pas sauver tout le monde. Mais je peux leur offrir un espace pour leur douleur et les orienter vers des ressources et leur dire la chose la plus importante. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez y survivre. Cela ne semble pas être le cas maintenant, mais vous le pouvez. Ethan et moi sommes ensemble. Officiellement, publiquement,
d'une manière qui me surprend encore parfois. Non pas parce qu'il est riche. Bien qu'il ait fallu s'y habituer. Parce qu'il est bon, genuinement, tranquillement bon d'une manière que je ne croyais pas exister avant de le rencontrer. Il n'essaie pas de résoudre mes problèmes ou de me sauver de mes luttes. Il se contente de se montrer, de me faire du café le matin, exactement comme je l'aime, de jouer avec Grace jusqu'à ce qu'elle crie de rire, d'écouter quand j'ai besoin de parler et de rester silencieux quand je n'en ai pas besoin. C'est à quoi ressemble l'amour après un traumatisme? J'ai appris. Pas de grands gestes, pas de sauvetage dramatique, juste quelqu'un qui se souvient comment vous prenez votre café, être présent sans rien exiger, se montrer jour après jour de toutes les petites manières qui s'additionnent à tout. Deanne, la mère d'Ethan, est devenue quelque chose comme une grand-mère pour Grace. Elle passe avec des biscuits faits maison et des conseils non sollicités et des histoires sur Ethan bébé qui le font grogner d'embarras. Elle m'appelle cher d'une manière qui me fait sentir que j'appartiens. Je ne savais pas ce que ressentait l'appartenance avant de trouver ces gens. Avant de construire cette famille à partir de zéro, par choix, à partir des cendres de tout ce qui a brûlé. Les procès sont terminés. Rachel a eu 15 ans. Son mari a eu 25 ans. Marcus a eu 3 ans. Réduit pour coopération. Bien que j'ai entendu dire qu'il a été libéré tôt dans un foyer de réinsertion quelque part dans l'Ouest, je ne pense pas beaucoup à lui. Il fait partie d'un passé que j'ai choisi de laisser derrière moi. Parfois tard dans la nuit, quand Grace dort et que l'appartement est calme, je pense à cette femme sur le trottoir. Celle qui était assise sur du béton froid dans une fine robe bleue, regardant des chaussures chères passer, se demandant si quelqu'un s'arrêterait un jour. Elle fait toujours partie de moi. Elle le sera toujours. Mais elle n'est plus seule. J'ai appris quelque chose en traversant tout cela. Quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'avais 40 nouvellement orpheline, terrifiée, convaincue que le pire était encore à venir. La vérité n'est une arme que lorsque vous en avez peur. Pendant des années, j'ai caché mon passé, mes luttes, ma douleur. Je pensais que si les gens connaissaient les foyers, la dépression et toutes les pièces brisées de mon histoire, ils me jugeraient, me rejetteraient, me considéreraient comme une marchandise endommagée. Mais Rachel a tout exposé et le monde ne s'est pas arrêté. En fait, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont vu ma noirceur et ils ont répondu avec la leur. Ils se raclent la gorge, ont partagé leurs histoires, leurs luttes, leur survie. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, j'ai trouvé une connexion dans la chose même que je pensais m'isoler. Si vous êtes au milieu de votre propre cauchemar en ce moment, je veux que vous sachiez quelque chose. La fin n'est pas encore écrite. Quand j'étais sur ce trottoir en travail, seul, abandonné par la personne qui était censée m'aimer, je pensais que c'était mon histoire. Femme brisée, fin tragique, tragique. Rien d'autre que de la douleur s'étirant pour toujours. Mais ce n'était que la scène d'ouverture. Vous ne savez pas dans quel chapitre vous êtes. Vous ne pouvez pas voir comment les fils vont s'entremêler, comment l'obscurité fera place à la lumière, comment les gens qui vous détruisent deviendront la raison pour laquelle vous découvrirez votre propre force. Alors continuez à lire, continuez à vous battre, continuez à exiger mieux parce que parfois la personne à laquelle vous vous attendez le moins, y compris vous-même, est celle qui réécrit tout. Je suis assis sur mon petit balcon maintenant, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Grace dort à côté, ce sommeil profond et paisible des enfants qui se sentent en sécurité. Quelque part dans la cuisine, Ethan essaie de préparer le dîner. Et d'après la fumée de l'alarme qui vient de retentir, ça ne va pas bien. Je ris. Ça fait du bien de rire. Cette femme sur le trottoir, celle qui a supplié un étranger de l'aider, elle n'est pas partie. Elle fait toujours partie de moi, le sera toujours. Elle laisse la preuve que je peux survivre à tout, que je peux m'effondrer complètement
et trouvèrent encore un moyen de me reconstruire. Mais elle n'est plus seule. Et vous non plus. Maintenant, si des histoires comme celle-ci touchent votre cœur, j'ai une petite faveur à demander. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre perspective. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance? Je lis chaque commentaire et vos histoires inspirent le contenu que je crée. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec un ami qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Et si vous êtes toujours là à la fin, laissez un j'aime pour me faire savoir que vous avez réussi. Cela aide plus que vous ne le savez. Maintenant, commençons. Transition vers l'histoire. Ils disent que Dieu ne vous donne pas plus que ce que vous pouvez supporter. Debout sur ce trottoir, les contractions déchirant mon corps, regardant personne après personne me contourner comme si j'étais une ordure. J'ai pensé que peut-être Dieu m'avait confondu avec quelqu'un